Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, mon rôle aujourd'hui est de vous parler de la mobilisation du patient cérébro-lésé. Vous avez vu dans Béatrice qui a fait le premier exposé, vous a montré que justement le patient qui a des problèmes neurologiques est probablement celui qui est le plus craint, certainement en tout cas par les kinésithérapeutes. Quand on parle des patients cérébro-lésés, il y a toute une série de pathologies. On pense en particulier aux accidents vasculaires cérébraux, on pense aux hémorragies méningées, on pense aux traumatismes crâniens. Et on sait par ailleurs que la mobilisation, qu'elle soit précoce, voire un peu plus tardive, il y a toute une série d'effets bénéfiques. Et en ce qui concerne le patient neurologique, on va dire, il semblerait qu'il y ait une fenêtre mais qui n'est pas très bien définie, où le patient pourrait bénéficier parce qu'il y aurait une plasticité cérébrale qui serait majorée à ce moment-là et qui permettrait au patient de bénéficier vraiment d'une mobilisation assez précoce. Le problème, c'est que c'est le moment de cette plasticité améliorée, il n'est pas connu. On ne sait pas si c'est 6 heures, 8 heures, 15 heures, etc. Donc on est un petit peu à faire des choses sans vraiment savoir ce qu'on fait au niveau cérébral. Et la grande crainte, bien entendu, c'est d'aggraver les lésions cérébrales du patient et donc d'être délétère pour le patient. Commençons avec l'accident vasculaire cérébral. Alors, bien entendu, en fonction des unités dans lesquelles on travaille, ils ne vont pas nécessairement venir en réanimation, ils vont parfois aller dans les strokes uniques. Mais il faut savoir, par exemple, que le premier rapport qui considère qu'il faut mobiliser les patients date des années 80. Ce sont les pays nordiques qui ont montré ça. Évidence de littérature, zéro. C'est basé sur absolument rien, mais ils disent qu'il faut mobiliser les gens. Et en fait, c'est même recommandé dans les guidelines faits par ces pays nordiques. Ça a été recommandé dès 1994 et c'est basé sur le fait qu'il a été démontré que mettre des patients avec un accident vasculaire cérébral dans des stroke units, comme on appelle ça, ou bien des unités spécialisées de prise en charge de ces patients, améliorait le devenir de ces patients et parmi les soins qui étaient prodigués, il y avait une mobilisation précoce. Il n'empêche qu'on a dû attendre les années 2000 pour avoir les premières études qui ont commencé avec donc des bénéfices attendus et peut-être aussi des risques éventuels et notamment par rapport à la position qui n'est d'ailleurs toujours pas très bien définie par rapport au patient qui fait un accident vasculaire cérébral et éventuellement ici l'effet secondaire de la mobilisation, en particulier sur la tension artérielle, parce qu'on sait bien que si on diminue la tension artérielle de manière trop importante, on peut avoir des conséquences au niveau de la perfusion cérébrale. Je vous ai dit, première étude apparue dans les années 2000, déjà une méta-analyse faite fin des années 2000. La conclusion de cette méta-analyse, il n'y a pas à ce moment-là d'études qui permettent de conclure à quoi que ce soit. Dans les années qui suivent, il y a quelques études qui apparaissent, toujours sur un petit nombre de malades, et parmi celles-ci, voici une première qui a l'air de montrer qu'effectivement, quand on mobilise de manière précoce les patients qui ont un accident vasculaire cérébral, ils vont pouvoir marcher de manière beaucoup plus rapide, mais de nouveau, petite étude, petit nombre de malades. Autre étude, toujours petit nombre de malades, une centaine de malades ici, qui montre qu'en fait, au plus le patient reste au lit, au moins bon est son pronostic. Alors, bien entendu, c'est adapté en fonction de la sévérité du patient au moment de l'accident vasculaire cérébral, mais donc il y a une corrélation qui est montrée en analyse multivariée que la durée de séjour au lit n'est pas positive pour le malade. Et puis, pavé dans la mare, la plus grosse étude à ce jour, publiée il y a près de 2 ans maintenant, donc 5 pays, 56 unités de prise en charge de patients avec accidents vasculaires cérébraux et mobilisation précoce versus un peu plus tardive. Qu'est-ce qui conclut? Que ceux qui sont mobilisés précoces le sont évidemment de manière très précoce, mais ne le sont pas de manière aussi précoce que ceux qui sont mobilisés de manière plus tardive. Par contre, ils sont mobilisés de manière beaucoup plus intense, puisque vous voyez 18 heures versus 22 heures, mais 6 fois par jour versus 3 fois par jour, 30 minutes par jour versus 10 minutes par jour. Résultat de l'étude, c'est une catastrophe. Il ne faut pas mobiliser les patients parce que leur outcome neurologique dans les accidents vasculaires cérébraux semble moins bon si on les mobilise de manière intense et peut-être précoce. Mais pour moi, 18 heures versus 22 heures, je ne vois pas vraiment la différence sur le plan clinique. Par contre, l'intensité, là, est certainement marquée. Curieusement, malgré le fait que l'outcome général paraît moins bon,
quand on prend les différents niveaux de l'échelle qui a été étudiée, donc l'échelle de Rankin qui est modifiée, qui a été étudiée pour cela, il n'y a pas de différence de l'un à l'autre. Et on voit ici globalement que c'est la même chose. Et les autres outcomes de l'étude sont relativement similaires. Cette étude a été très critiquée, avec des raisons valables, et en particulier ce 18 heures versus 22 heures. Est-ce qu'il y a vraiment une différence clinique significative par rapport à cela? Il faut aussi savoir que dans ceux qui étaient mobilisés tardivement, il n'y en avait que 7% qui, à 48 heures, étaient toujours au lit. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'on les mobilisait tardivement, ils sortaient quand même assez tôt du lit. Le fait de faire cette étude a fait une sorte de prise de conscience au niveau de la population médicale, parce qu'ici c'était étudié chez des neurologues, et en particulier, les gens ont pensé que le fait de mobiliser les patients serait quelque chose de positif. L'étude est sortie par la suite et n'a malheureusement pas confirmé ceci. Vous voyez notamment qu'on a mobilisé beaucoup plus les patients avec les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques d'une manière classique qu'on ne le faisait en l'absence de la connaissance de cette étude. Donc cette grosse étude est négative. D'autres petites études qui viennent par la suite et qui semblent aller un petit peu à l'encontre de cela, qui semblent dire qu'effectivement la mobilisation paraît utile, mais c'est évidemment un beaucoup plus petit nombre de malades. Et donc globalement, ici, donc, ce sont des patients qui ont été thrombolisés dans le cadre de cet accident vasculaire cérébral. Donc il y a des choses qui restent en tout cas certainement en suspens. Il y a d'autres protocoles d'études qui sont en cours d'évaluation actuellement, et en particulier la position de la tête dans le lit. Est-ce que 0 degré c'est bien, 30 degrés? Il semblerait que 0 degré soit mieux, donc c'est en train d'être étudié. Mais en tout cas, chez le patient qui présente un accident vasculaire cérébral, je serais personnellement relativement prudent, surtout en termes d'intensité, dans les 24 premières heures. Alors, de manière assez curieuse, la mobilisation tardive n'a pas l'air d'être bénéfique. Ici, c'est fait chez des patients qui sont dans des maisons de réhabilitation, de revalidation. Le fait de faire de la mobilisation intensive de manière tardive n'apporte rien à ces malades. Autre pathologie, l'hémorragie méningée. Vous avez ici les recommandations qui ont été publiées relativement récemment par rapport à la prise en charge de ces hémorragies méningées. Pas un mot sur la mobilisation de ces patients. On doit prendre en charge ces patients, mais on ne dit pas s'il faut les mobiliser. Et vous voyez que ce sont des publications qui sont quand même relativement récentes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir un petit peu les publications. Pas beaucoup. Vraiment très peu de publications par rapport à l'hémorragie méningée. Et ici, une publication japonaise qui semble montrer que au plus on mobilise tardivement, au plus on a des complications. Et c'est bien entendu ajusté à la sévérité du malade. Mais donc, il y a des complications, et en particulier au niveau du vasospasme. Ils sont les premiers à dire il semble qu'il y ait plus de vasospasme chez les patients qu'on ne mobilise pas de manière précoce. Méta-analyse en 2013, donc pas d'études randomisées contrôlées. Et puis, il y a d'autres études qui apparaissent dans le domaine et qui étudient la mobilisation précoce chez ces patients quand ils sont stabilisés. Stabilisé, ça veut dire quoi? Que l'anévrisme a été sécurisé. Je ne connais pas de centre qui sécurise l'anévrisme dans les 24 heures de l'hémorragie méningée. C'est 24, 48 heures, parfois 72 heures. Si l'hémorragie a lieu le samedi soir, ce sera souvent le lundi matin. Donc ils attendent toujours, et la mobilisation commence à partir, donc en général, du troisième jour. Et ils démontrent qu'en fait, on peut mobiliser de manière assez précoce, avec très peu d'effets secondaires par rapport à ces mobilisations. Vous voyez cela ici. Et les effets secondaires étaient les effets secondaires relativement classiques que l'on peut rencontrer lorsqu'on mobilise les patients. D'une manière générale, on voit quand même que 60% des patients vont être mobilisés hors du lit dans les 3 jours qui suivent l'hémorragie méningée. Donc c'est quand même relativement précoce par rapport à une pathologie qui, pour rappel, un patient sur 3 n'arrive pas vivant à l'hôpital quand il fait une hémorragie méningée. Et donc vous voyez qu'une vingtaine de % de malades vont pouvoir marcher alors qu'ils sont dans un moment assez précoce par rapport à cette hémorragie. Autre étude qui va un petit peu dans le même genre, qui démontre que, effectivement, si on a un protocole de mobilisation précoce, on mobilise plus rapidement les patients. Et alors, de manière très intéressante ici, il ne démontre pas ni d'effet positif, mais pas non plus d'effet délétère. Donc les effets positifs que l'on peut espérer sur tout ce qui est musculaire, neuromusculaire, etc., semblent particulièrement intéressants. Et chose
curieuse, pour moi en tout cas, c'est que les patients les plus sévères semblent bénéficier de cette mobilisation. Ceux qui sont avec une échelle WFNS relativement peu élevée ne semblent pas bénéficier probablement parce qu'ils sont déjà assez bien, mais ceux qui sont les plus malades semblent vraiment bénéficier de cette mobilisation précoce. Nouvelle étude qui va aller dans le même genre et qui démontre de nouveau qu'il y a un intérêt à mobiliser ces patients de manière précoce pour prévenir le vasospasme. Vous voyez ici que les patients qui ont été mobilisés de manière plus précoce que ceux qui sont en ligne grise, eh bien, ce sont les points noirs qui sont en corrélation avec la ligne noire, font moins de vasospasme que les triangles blancs qui sont mobilisés donc de manière plus tardive. Alors, bien entendu, ce sont des choses qui doivent être confirmées parce que vous voyez que c'est 2 fois 70 ou 2 fois 80 malades. Ce sont des choses qui devraient être confirmées sur le long terme. Mais il semble bien que le fait de mobiliser, dans cette étude-là en tout cas, dans les 4 jours de la rupture d'anévrisme, ça paraît bénéfique en multivarié. Et ça a été étudié chez l'animal également, où des marqueurs cellulaires cérébraux ont été démontrés comme étant moins sévères chez le patient, chez l'animal qui est mobilisé de manière plus précoce. C'est confirmé dans cette étude avec le vasospasme diagnostiqué cliniquement, curieusement pas diagnostiqué radiologiquement. Donc ça paraît un petit peu étonnant. Troisième point, ce sont les traumatismes crâniens. Que faut-il faire? On a très peu de littérature par rapport aux traumatismes crâniens. Et évidemment, là, ça va se poser la question, le patient il a un monitoring de pression intracrânienne, est-ce que je peux le mobiliser? Première étude que je vous montre, mobilisation passive et exercice. Ce sont nos collègues de l'ULB qui ont fait ça à Bruxelles, il y a déjà près 20 ans maintenant. Eh bien, ils démontrent qu'en fait, que la pression intracrânienne soit dans des valeurs normales ou élevées, la mobilisation précoce de ces malades n'a pas d'effet secondaire sur cette pression intracrânienne, à condition que l'on n'induise pas de mouvement qui induise une manœuvre de Valsalva qui pourrait bloquer le retour veineux au niveau crânien. Donc tant que l'on reste dans ces conditions-là, on n'a pas d'effet. Et il y a plusieurs études qui ont confirmé cela. Les pressions intracrâniennes n'ont pas l'air de se déplacer, qu'elles soient dans des valeurs normales ou plus élevées, et la pression de perfusion cérébrale n'a pas l'air d'être modifiée lorsque l'on mobilise ces patients. Très peu de littérature qui a étudié cela, je vous l'ai dit, du moins spécifiquement pour le traumatisme crânien. Il y a plusieurs études pour l'hypertension intracrânienne d'une manière générale. On en reparlera tout à l'heure. Une étude quand même qui m'a paru très intéressante, qui n'a rien à voir avec les soins intensifs, mais ce sont des jeunes patients, des adolescents qui ont une commotion cérébrale. Eh bien, il est démontré qu'au plus vite vous le faites reprendre des activités, au plus vite ces patients vont diminuer leurs symptômes de céphalée, de dépression, etc., post-commotion cérébrale. Ça, c'est quelque chose qui a été publié au mois de décembre de l'année passée. Donc, avec vraiment un risque diminué de symptômes post-commotion cérébrale, même si cette commotion est sévère. Et donc, au plus tard vous reprenez les activités, au plus vous avez des symptômes qui vont être liés à ce retard de reprise d'activité. Donc, il faut participer à une activité physique. Ce ne sont pas des patients de réanimation, ce sont des patients qui rentrent à la maison et souvent on leur dit « restez dans le noir, reposez-vous ». Non, reprenez des activités, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On doit parfois mettre les patients en décubitus ventrale, on en a déjà parlé aujourd'hui. Est-ce que ça va induire des problèmes chez le patient cérébro-lésé? Ben oui, on va avoir des augmentations de pression intracrânienne qui vont parfois être dans des valeurs relativement importantes et on va aussi induire des valeurs de pression intracrânienne parfois très élevées. Vous voyez que le fait de passer en décubitus ventral, on a près de 20% de cas où la pression intracrânienne augmente au-delà de 20 et dans 10% de cas même au-delà de 25 alors qu'elle était dans des valeurs normales avant l'évolution. De manière assez intéressante, par contre, la pression de perfusion cérébrale n'a pas l'air d'être aussi altérée que cette augmentation de pression intracrânienne. Mais vous voyez qu'on peut avoir des chiffres qui montent jusqu'à 30 mm de mercure de pression intracrânienne dans ce cas-ci. Heureusement, le décubitus ventral améliore l'oxygénation et vous voyez ici que tout compte fait, ça dépend du patient. Et donc, je pense qu'on peut se permettre de mettre un patient en décubitus ventral à condition qu'on ait le monitoring adéquat et notamment un monitoring de pression intracrânienne parce que vous voyez que ça peut aller dans tous les sens et vous ne pouvez pas prévoir à l'avance si tel patient, en le mettant en décubitus ventral,
il va détériorer sa pression intracrânienne ou pas. Et donc vous voyez ici que les modifications de pression intracrânienne peuvent être importantes avec relativement peu d'effet sur la pression de perfusion cérébrale. Encore une minute, Alors, Xavier. d'une manière générale, que peut-on faire dans les unités de soins intensifs? Eh bien, il y a tout et le contraire qui se fait. C'est une étude italienne ici qui démontre que vraiment, c'est vraiment très variable d'une unité à l'autre. Il y a des protocoles qui sont développés et ceux qui développent des protocoles démontrent, qu'ils améliorent, donc ils mobilisent effectivement de manière plus précoce et qu'ils ont parfois des outcomes qui sont favorables et de manière assez curieuse, y compris sur la pression intracrânienne. Autre protocole d'une autre équipe qui montre également cette diminution de complications infectieuses lorsqu'on mobilise les patients. Il y a des patients qui ont été verticalisés. La verticalisation peut se faire sans effet secondaire à condition d'avoir un certain monitoring de ces patients, mais il faut toujours être bien prudent quand on lit la littérature. Cet article-ci dit on peut les mobiliser, mais ils font ça au 12e jour. Donc oui, on peut peut-être le faire, mais on n'est certainement pas dans la phase aiguë. En conclusion, je reprends une phrase d'un éditorial récent. L'exercice est probablement une des meilleures médecines qui existent, y compris au niveau des soins intensifs. Donc il faut implémenter un programme de mobilisation du patient cérébralisé, mais il faut monitorer le patient et éviter les complications. Et bien entendu, toujours interpréter avec beaucoup de prudence la littérature, où parfois vous avez des titres qui vous disent « allez-y », puis quand vous lisez un petit peu, oui, allez-y après 15 jours. Donc ce n'est pas si précoce que ça. Donc il faut comparer ce qui est comparable et éventuellement faire, comme c'est le cas ici, des checklists pour permettre de décider, oui, si ce patient peut être mobilisé. Je vous remercie pour votre attention.